Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous avez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver comme chaque matinée, surtout cet été, ensemble, bien sûr. Comme le dit la chanson donc, du générique de Brise d'été, bien sûr. Nous allons vous accompagner jusqu'à 10 h du matin, vous faire passer de bons moments avec nos thématiques et surtout nos rubriques que nous avons pris l'habitude de retrouver ces derniers temps, spécial pour l'été, spécialement pour l'été. On va commencer avec Hamid Belkissam pour parler aussi d'environnement. C'est très important. Chaque semaine, il nous accompagne. Aujourd'hui, il nous parlera de la gestion de l'eau, c'est très important, cette denrée rare et surtout qui se raréfie surtout de plus en plus. Nous allons vraiment traiter donc de cette problématique ici en Algérie. Nous aurons également Samira Hadjamar, donc sa rubrique écume et patrimoine. Elle nous emmènera du côté de Sidi Frej et oui, toute l'historique de cette région. Elle va nous en parler, elle défrichera donc l'histoire et surtout l'archéologie donc de cette région. Nous aurons également à parler architecture et design style de vie. C'est une nouvelle rubrique. Vous avez pris le pli donc de la retrouver. La semaine dernière, nous avons pu voir avec Samy la réalité virtuelle. Ensuite, il y a eu donc la réalité de l'architecture. Aujourd'hui, de quoi il s'agira? Ça sera donc la thématique qu'il aura choisie. On l'attendra tout à l'heure. Il nous a gardé ça en surprise. Et puis, on aura aussi à parler d'un grand penseur et surtout chercheur et sociologue algérien, Malek Bennabi. Ça sera dans la rubrique chercheur et savant algérien avec Ahmed Grigassen. Donc, tout à l'heure dans notre émission. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin attentifs à tous nos programmes, bien sûr. Et surtout, ça sera ponctué de chansons et de reportages. Voilà, on va commencer tout de suite avec la belle voix de Mansour Bachtarzi qui chante Medjemaïn. Kunna Medjemaïn. تفكر كي كنا صغار تفكر ذاك الزمان شوف كاش ولا المكان كبرنا ونسينا جاز الوقت جات وقعدوا ذكريات كانت الطريق طويلة ذاك الوقت وظهرت لنا قرينا ولعبنا شفنا عوام جايزين وحلفنا ما بيناتنا نبقى كلنا مجمعين الوقت اللي رانا فيه ما يسمح لك تستهزأ بالعقل رانا نسينا الكلمة نسينا القول وش كان يبان بيض ولا كل شي سود تبحرنا في خدمتنا خمو في الماء اللي بقالنا رانا مسافرين فهاد طريق طويلة واحد ما يونس فيه تفكر كي كنا كلنا مجمعين راني قدام دار الشي قدام الدار اللي رباتني راني نشوف البعيد دمعة في العين طاحت لي واحد فينا ما عنده الحق ينسى الزمان واحد فينا ما ينسى هاد المكان كنت وحدي ذاك النهار كي كتبت هاد الكلام تفكر ذاك اليامان
تفكرت كي كنا مجمعين تفكر ذاك اليامات كي كنا مجمعين On salue notre ami Mansof Bacharzi avec cette belle balade musicale. Donc j'espère que vous vous êtes réveillés tout en douceur pour nous suivre et nous accompagner avec bien entendu nos thématiques. On va commencer tout de suite avec Hamid Belkacem. L'environnement est toujours bien sûr de rigueur, il faut en parler. Il faut aussi s'intéresser à notre patrimoine, donc de l'eau. Aujourd'hui, Hamid, bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va ? Très bien, merci. Alors, notre patrimoine hydrique est très important. Il faut pouvoir aussi se situer. De quoi savoir ? Nous sommes un pays aride, semi-aride. Semi-aride qui Oui. se dirige vers l'aridité, changement climatique oblige. Exactement. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de la gestion de l'eau. C'est très important, surtout quand c'est l'été. On a besoin de faire attention à cette denrée qui se raréfie. Hein. وجعلنا من الماء كل شيء حي. L'eau est à la base de la vie. C'est une ressource très importante qu'il va falloir utiliser avec parcimonie. Pourquoi ? Parce que nous traversons des bouleversements climatiques qui font que il y a des années où il pleut, d'autres pas, des années où il pleut beaucoup, mais ça génère des dégâts, y compris aux infrastructures hydrauliques Oui. et au patrimoine aussi, parce qu'il y a les oueds, et les oueds, lorsqu'il pleut beaucoup, les méandres des oueds sont aussi agressés. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les ressources conventionnelles, c'est-à-dire les eaux de pluie, les eaux nappes. de surface, les nappes qui sont plus ou moins rechargées. Mais vous faites bien, Ahmed, de parler de patrimoine, parce que dans les ressources en eau, nous avons le plus grand réservoir d'eau douce souterraine de la planète. D'accord. Dès lors que l'on parle de planète, il y a trois types. Il y a les pôles, nord, sud, qui sont de l'eau glacée, mais avec les changements climatiques, ça commence à s'effilocher, à s'effondrer. Nous avons pour les eaux de surface, le plus grand réservoir d'eau se trouve du côté de la Fédération de Russie, c'est le lac Baïkal. Et le plus grand réservoir d'eau souterraine, c'est l'intercalaire albien, qui est à cheval entre l'Algérie, pour la plus grande partie, une partie de la Libye, une partie de la Tunisie, et qui est géré par l'OSS, qui est l'Observatoire du Sahara septentrional, pour voir au prorata du nombre d'habitants, de superficie irriguée, qu'est-ce qu'on va pouvoir prélever. Il faut savoir que l'Algérie a, bon an, mal an, quelque chose des besoins qui sont entre de 2 à 5 milliards de mètres cubes d'eau. Ce réservoir, l'intercalaire albien, il y a 60 000 milliards de mètres cubes d'eau. C'est un patrimoine. Oui. C'est de l'eau qui n'est pas renouvelée parce qu'il ne pleut pas beaucoup au sud. Elle est renouvelée à un peu moins de 1%, et donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Nos aïeux ont su préserver ce patrimoine. Ils nous ont légué ce patrimoine et ils ont développé de l'ingénierie bien avant Tout à fait. Quand on parle, les outils. bien sûr, Des Fougara, de la Mechta. de la Et Mechta, dans- oui. des Le gens- partage d'eau, déjà, qui se faisait de manière équitable, d'une manière aussi intelligente. Très intelligente parce que, en fait, la Mechta, en fait, le système de répartition d'eau dans les oasis est fait de telle manière à ce que c'est une gestion du débit. C'est ça. Chaque parcelle, chaque individu Et qui a nous- droit à un débit. Et c'est équitable, c'est quelque chose de génial parce que ça s'est fait bien avant tous les outils de gestion. Ça, Conventionnel qui existe avec des mesures pratiques et, Oui. et très bien étudiées. Aujourd'hui, ça se perd malheureusement. Ça C'est aussi inscrit au patrimoine donc, c'est de inscrit. l'UNESCO. Il y a les Fougarat qui ce sont qu'on gérés. appelle qui est l'ELMA. Qui est l'ELMA, qui sont gérés. Alors, ça a fait à un moment donné le buzz et tout, mais il est vrai que le Faqaqir, c'est le pluriel de Fougara. Ouais. Et aujourd'hui, les Faqaqir ne sont pas bien gérés, tout simplement parce que les jeunes délaissent un petit peu Ce une métier. partie de ce Parce patrimoine. que c'est des années donc, de travail et surtout il faut côtoyer sur ce qui est l'ELMA pendant des années pour pouvoir apprendre. Et Ça se transmet, mais ce patrimoine est à gérer.
il est à préserver, il est à conserver en état de fonctionnement. Malheureusement, on a perdu beaucoup de Fougara parce que les jeunes ne veulent pas s'investir. D'abord parce que c'est pénible. On travaille sous terre, il faut enlever le sable, parce que c'est des régions où il y a beaucoup de vent, donc beaucoup d'ensablement, des conduites souterraines, mais ça permet de garder la vie dans les oasis. Lorsque vous allez du côté de Tamantait, c'est entre Adrar et Ergen, le système de partage des eaux est une véritable école à ciel ouvert. Tout à fait. Et les oasis baignent toujours dans ce partage. Ce qui est de bien, c'est qu'avec l'Observatoire national des Fougara, les élèves des écoles de la région font leur classe d'eau dans ces oasis. Les futurs hydrauliciens, Les d'ailleurs. futurs hydrauliciens. Voilà, qui vont prendre justement de la graine, comme on dit, là-bas, sur terrain, in situ, pour pouvoir comment se fait bien sûr ce partage d'eau intelligent. Et surtout, ça se fait de manière très joviale. Hein. Quand ils font ces fameux puits, ces fameux trous, c'est un nombre très important, donc qui se rassemblent et qui chantent en creusant. Exact. Et j'allais dire le grand-papa, le maître des Fougara, celui qui fait la fameuse Meshta, explique, il a un instrument qui, c'est une sorte de, j'allais dire, de règle d'architecte avec des cercles, et chaque cercle correspond à un débit. C'est très ingénieux. Et à un jardin. Et un jardin aussi, et chacun reçoit. En fait, on a créé dans les oasis la gestion, exactement, le Meshta, c'est la gestion participative. C'est un outil de gestion qui a été créé bien avant l'ordinateur, et on salue tous ceux qui travaillent pour la préservation de ce patrimoine plusieurs fois millénaire. Exactement. Alors l'Algérie, il y a quelques années, a géré quand même son patrimoine hydraulique, a su gérer, a fait énormément de progrès. Il y a eu donc des transferts d'eau du sud du pays. Il y a eu donc aussi de manière aussi à soulager la population en créant des dessalements, des stations de dessalement. Des barrages. En fait, au début, c'est pas du tout évident de pouvoir suivre le développement de l'environnement. L'environnement est basé sur un triptyque qui est eau, énergie, environnement. Avec les bouleversements climatiques, aujourd'hui, il y a des perturbations. Et donc, mettre en place une infrastructure hydraulique qui puisse en même temps servir à l'industrie, on est un pays où il y a un certain nombre de raffineries qui nécessitent de l'eau, l'agriculture, on est le pays le plus vaste d'Afrique, il faudrait aussi donner de l'eau, l'alimentation en eau potable. Et donc, dans ce triptyque-là, il fallait mettre en place une infrastructure, ça s'est fait, ça a pris plusieurs années, ça a nécessité beaucoup de budget. Le dernier quinquennal, 2015-2020, l'Algérie a consacré pas loin de 18 milliards de dollars. C'est fabuleux. Très peu de pays ont investi autant d'argent dans ce secteur. Pourquoi? D'abord parce que il fallait donner de l'eau aux Algériens, y compris, il fallait stabiliser des régions. Tout le monde connaît l'importance stratégique d'une région comme Tamanrasset qui était privée d'eau. Elle était alimentée par un champ captant du côté de Enugil, à 180 km un peu plus au nord, qui n'était pas bien alimenté. Donc à un moment donné, il fallait prendre ses responsabilités, dégager une enveloppe, réaliser le projet du siècle. C'était le transfert d'eau. Transfert d'eau, Insalah, Tamanrasset, parce qu'Insalah fait partie et est assise sur l'intercalaire albien. Il faut savoir que c'est le projet du siècle pour toi, parce que faire deux, et non pas deux pipes, d'accord, et pas un seul, deux pipes, parce qu'il faut doubler, il faut assurer la sécurité, il faut sécuriser cette alimentation. De Insalah à Tamanrasset, ça fait 740 km. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est que Insalah est beaucoup plus basse que Tamanrasset. Le dénivelé fait 1300 mètres. Et pouvoir ramener chaque jour que Dieu fait 1 million de litres d'eau avec à une pression acceptable, c'était une entreprise algérienne, un défi. C'est l'entreprise Chaussider, des techniciens, des ingénieurs 100% algériens, qui ont eu, pour faire arriver l'eau à Tamanrasset, 1300 mètres d'altitude, devoir mettre en place ce qu'on appelle les SP, les stations de production. En fait, c'est des stations de renforcement pour pouvoir arriver les différentes altitudes. Il y en a 6. Et chaque station de pompage, chaque SP, est dotée d'une grosse pompe
Dans la puissance, c'est de 8 mégawatts. Oui. C'est l'équivalent d'une station électrique pour une petite ville. Wow. Et donc, l'eau est là. Et donc, c'est à ceux qui arrivent, il y a de l'eau. Et maintenant, juste à côté des deux conduits d'eau qui vont dans Salah à Taman al-Asset, il y a aussi le gaz naturel, parce que le gaz naturel doit pouvoir alimenter ces stations de pompage et se substituer au gasoil. Oui. Et donc, l'Algérie doit être fière, les jeunes doivent être très fiers de cette réalisation, particulièrement faire arriver l'eau à Taman al-Asset pour faire arriver la vie à Taman al-Asset. Et Taman al-Asset a un statut... Et développer une industrie et continuer à faire, bien sûr, donner, comme vous l'avez dit, une sécurité alimentaire, assurer une sécurité alimentaire et aussi assurer le travail pour les gens, les locaux surtout, et travailler avec les coopératives, encore une fois. On y revient. Oui, voilà, on y revient. revient. L'eau, c'est la source, c'est la vie. Et il faut savoir que Taman al-Asset est une ville, est une position stratégique pour l'Algérie, mais pas que, pour tout le Sahel. D'accord? Donc, il fallait donner de l'eau à Taman al-Asset. À côté, il y a eu un investissement lourd pour les stations de dessalement. Oui. D'abord, ensuite, les usines de dessalement. Vous savez, quand on gère dans l'urgence, les citoyens sortent très souvent dans la rue, allument des pneus, mettent du feu aux pneus et veulent avoir de l'eau. C'est bien. Sauf que cette eau doit être utilisée avec parcimonie. On a forcé quelque part les politiques à injecter beaucoup d'argent, parfois dans la précipitation. On l'a vu ces derniers temps. L'Algérie peut s'enorgueillir d'avoir la plus grande station de dessalement d'eau de mer en Afrique et quasiment la deuxième au monde. Il y a d'abord celle en Arabie Saoudite de Jebel Ali qui fait 900 000 mètres cubes jour. C'est un énorme travail aussi, c'est colossal comme colossal aussi. Et Dieu sait comme la technicité doit être bien poussée surtout. Hein. On utilise l'osmose inverse, c'est la technique la plus, on va dire, rentable, mais elle est très énergivore. Pour pouvoir produire, pour pouvoir dessaler de l'eau, il faut injecter de l'eau de mer à très forte pression à travers une membrane, et c'est cela l'osmose inverse. Sauf que ce procédé est énergivore, et l'électricité est produite à partir de gaz. Et donc à chaque fois qu'on gaspille de l'eau, il faudrait que l'on sache qu'on est en train de gaspiller du gaz, consommer du gaz à grande le gaz, échelle. C'est quoi? C'est le capital des générations futures. Ce qui fait que l'Algérien, lorsqu'il voit quelqu'un en train d'arroser sa voiture avec de l'eau dessalée, c'est un crime. Et c'est un crime contre ses propres petits-enfants et ses enfants. On voit une inondation quelque part ou une conduite qui est cassée, il faut tout de suite signaler, il faut tout de suite aussi réparer. Il faudrait qu'au niveau de l'école, qu'on criminalise les fuites d'eau, et le terme est faible parce que là, en gaspillant de l'eau, surtout l'eau dessalée, on est en train de compromettre la capacité des générations futures à disposer de ressources financières pour leur propre développement. Tout à fait. Et ça, c'est tout simplement inadmissible. inadmissible. Il y a eu donc une station de dessalement sur Alger et il y en a une autre, voilà. Il y en a 13 et bientôt 14. Il y en a un petit peu on est l'un des pays qui, c'est très simple. Opté pour le dessalement comme option stratégique. D'accord. 25% de l'eau que nous buvons vient des stations de dessalement. Celle d'El Mekta, dans la wilaya d'Oran, est la plus importante d'Afrique. 500 000 mètres cubes jour. Convertissant ça en litres, on rajoute 3 zéros, ça nous donne 500 millions de litres par jour. Ces 500 millions de litres d'eau donnés à l'agglomération d'Oran ont un prix. La station de dessalement d'El Mekta a coûté, tenez-vous bien, $1,5 milliard. 500 millions de dollars. Sans parler des frais de gestion, de l'énergie. Et ça pose parfois, parce que quand on a des ouvrages colossaux, ça nécessite de l'entretien, parfois de la maîtrise technologique. Ces derniers temps, Oran a été privé en partie d'eau, c'est en train d'être solutionné, justement par la baisse de production de la station d'El Mekta. Il faut aussi l'entretenir. Donc, on a vu aussi une période où il y a eu donc, le nettoyage, la mise à niveau aussi donc, de certaines... C'est périodique. Il faut aussi faire avec. Alors, il y a aussi les eaux de récupération, donc les eaux usées qu'on récupère pour l'irrigation, pour l'agriculture. Ça aussi, ça a été un véritable défi par nos stations. L'ONID notamment. L'ONID, l'ONA. Aujourd'hui, il y a un autre organe de gestion
c'est l'agir pour l'agence de gestion. Agir, tout à fait. Oui, agir pour l'eau, Oui, en fait. oui. Et agir pour l'eau, agir, ça donne l'agence de gestion et de gestion intégrée des ressources en eau. Pourquoi gestion intégrée? Parce que l'eau doit être réfléchie en amont et en aval. En amont, il faut chercher de l'eau, qu'elle soit ça. souterraine, de surface, qu'il va falloir capter lorsqu'il pleut. Pendant longtemps, on ne savait pas où placer les barrages. Et puis, on a associé la météo. Et en associant la météo, on a pu avoir une cartographie des bassins versants où il serait intéressant de construire des barrages. Un barrage met du temps à être construit, une dizaine Et d'années. un barrage doit être aussi entretenu, Tenu, ouais. dévasé, etc. Boiser, on doit boiser tout à d'abord fait. les bassins versants pour éviter d'un côté l'érosion des bassins versants et l'envasement des barrages. Ensuite, cette eau doit être traitée, distribuée. Il y a aussi quelque chose dont les Algériens doivent être très fiers, c'est les transferts d'eau entre les différents barrages. On est arrivé à des complexes hydriques. Un complexe hydrique est composé d'un certain nombre de barrages, mais aussi d'un certain nombre de conduites. Quand vous prenez une autre fierté nationale, le barrage de Beni Haroun, qui est l'un des plus importants au niveau africain, 1 milliard de mètres cubes d'eau. C'est très grand. Gigantesque. Et donc, comme il est à l'est du pays, entre Djidjel et le Mila, une région où il pleut beaucoup, il a été connecté à d'autres barrages pour en faire un complexe et pouvoir arriver jusqu'au côté de Batna et bientôt Biskra, aider Msila, où il n'y a pas de barrage, où il pleut peu, aider Biskra et probablement dans un futur proche El Oued, parce que là aussi, entre Biskra et El Oued, on a quelque chose comme les 3/4 de notre culture maraîchère. Oui. Et ça nous vient de là-bas, donc il faut alimenter en eau aussi l'agriculture. Et ces transferts d'eau ont été aussi, il y a eu d'autres complexes au centre du pays, à l'ouest. À l'ouest, nous avons un magnifique ouvrage qui connaît quelles difficultés, mais il a le mérite d'exister. C'est le Mao. C'est le transfert entre Mostaganem, Arzew, Oran. Et c'est grâce au Mao que nous avons pu réguler, permettre aux Oranais et aux villes des alentours de disposer de l'eau lors de la baisse de production de la station d'El Maktar. Exactement. Donc, en fait, Et on n'oublie pas aussi les zones humides qui sont aussi d'un apport considérable pour l'agriculture, pour cet équilibre faunistique et floristique. il y en a beaucoup. Hein. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a va falloir beaucoup, préserver. Ils sont préservés, ils sont inscrits à Ramsar. Convention internationale de Ramsar. Les zones humides sont très importantes dans ce complexe-là parce que on a peut-être peu parlé des stations d'épuration. C'est une obligation de l'État algérien qui a signé la Convention de Barcelone sur les rejets en mer des eaux usées. Oui, c'est une obligation. Voilà. Que ce soit les usines, les ménages, voilà. Donc il y a des stations d'épuration un petit peu partout. Mais ces stations d'épuration ne font pas là que pour jeter de l'eau traitée en mer, mais pour alimenter, entre autres, on a parlé ces derniers temps d'Omrelez. Omrelez, si la station d'épuration de Tlilet était fonctionnelle, les poissons ne seraient pas morts à Omrelez. Et donc, les stations d'épuration, c'est une source d'alimentation des zones humides. On est un pays chaud, il y a beaucoup d'évaporation, et lorsqu'il y a évaporation, les stations d'épuration servent de régulateurs. On maintient un niveau d'eau au niveau des lacs, des zones humides, et on permet à la vie de continuer d'exister. Vous savez, les flamants roses, les oiseaux migrateurs viennent de la lointaine Suède pour aller au Kenya, au fin fond de l'Afrique, et s'arrêtent. C'est des couloirs de passage. Et chaque année que Dieu fait à l'aller et au retour, lorsqu'il fait très froid, ils font des arrêts. Chez nous. Et s'il n'y a pas assez d'eau dans ces lacs, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas ce biotope, cet écosystème, on va perdre au niveau mondial ces oiseaux migrateurs. C'est juste pour dire que la gestion intégrée de l'eau est une gestion intégrée locale, mais avec un impact régional, voire mondial. Quand on voit en arrière-plan cette eau du robinet, on parle de la potabilité de l'eau aussi, c'est très important. Quand on sait que les stations aussi de traitement d'eau et de déminéralisation d'eau. Voilà, une qualité quand même acceptable de potabilité d'eau. Parce que bon, c'est des eaux qui sont destinées à l'irrigation, doivent avoir un pourcentage quand même acceptable. Très honnêtement, Amel, pour avoir visité, notamment dans l'Algérois, un certain nombre de stations de traitement des eaux, je peux dire, en toute responsabilité, que la qualité de l'eau
du robinet dans l'Algérois est largement supérieure à beaucoup de marques d'eau minérale et d'eau de source. Elle est de très bonne qualité C'est rassurant. parce que les laboratoires veillent au grain. Il se On trouve... l'a vu lors de l'épidémie de choléra. Ouais. Il y a eu bien sûr un intérêt particulier au niveau donc des stations de entreprises traitement, d'eau, oui, de traitement d'eau. Et donc les robinets étaient accusés. On avait oui. peur de boire de l'eau du robinet. Il fallait faire attention. Il fallait mettre du chlore en plus. Et finalement, on avait été rassurés. Très honnêtement, c'est bien pris en charge parce que c'est l'une des missions de l'État algérien. L'eau est de très bonne qualité. Elle est analysée quasiment en continu. Pas calcaire, un petit peu calcaire. En fait, ce n'est pas uniquement l'eau produite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'eau qui est dessalée, ou qui nous arrive des barrages, elle passe par Ouais. des stations de traitement. Elle est stockée, emmagasinée, notamment sur les hauteurs, dans des réservoirs, des châteaux d'eau. Ensuite, elle est acheminée vers les ménages. Il se trouve que certains châteaux d'eau ont pris de l'âge. Comme Là nous, aussi, il faut entretenir, il faut entretenir nettoyer. des ménages. On n'a pas de véritable comité d'immeuble, mais lorsque vous avez une colonne d'eau qui est très vieillotte, où il y a du plomb, où elle est parfois dans la cité avec des matériaux pas très écolos, ça génère du calcaire, c'est mal entretenu. Mais ça ne remet pas en cause la responsabilité Très bien. de l'opérateur en termes de fourniture d'une eau de bonne qualité. Très bien. En tout cas, aujourd'hui, on en a beaucoup appris Ouais, sur notre c'est- patrimoine voilà. hydraulique. Qu'il et va surtout falloir la gestion préserver. de l'eau Il ici faut- en Algérie. Très honnêtement, tout ce qui se trame, on le voit en ce moment précis, il y a de très fortes tensions entre l'Éthiopie, Ouais. le Soudan et l'Égypte concernant le barrage de la Renaissance. Il risque d'y avoir des guerres de l'eau dans le futur, Comme il y en avait jadis. comme il y en Ouais. avait jadis. Voilà. Ouais. Et le barrage de la Renaissance, c'est un barrage stratégique pour l'Éthiopie qui veut se développer. Alors il y a de l'eau, mais il faut savoir que le barrage de la Renaissance, ce sont pas moins de 6450 MW. C'est l'équivalent de 6 centrales Wow. nucléaires. Oh, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Et peut-être que c'est l'été, on va peut-être pas aller à la plage, mais on invite les Algériens qui sont de passage du côté de Béjaïa D'accord. ou de Djidjel d'aller visiter. On a une seule centrale hydroélectrique, celle de Derguina, Oui. entre Béjaïa et Djidjel, C'est à vrai. visiter, notamment pour les plus jeunes, pour savoir qu'en Algérie aussi, on peut produire de l'électricité à base d'eau. Tout à fait. Il faut faire attention aussi. Les écologistes ne sont pas toujours d'accord. En tout cas, merci Oui. beaucoup. Oui, c'est Merci. un débat. Hein, c'est un débat. C'est un c'est débat. Merci beaucoup, Hamid. Merci à Toujours vous. intéressant de parler avec vous donc d'environnement. Ouais. Et aujourd'hui, on en a appris. Hein, des chiffres sont importants Il faut aujourd'hui. juste préserver l'eau, encore Exactement. une fois. Parfait. Et la brise, c'est quoi la brise? Ah ben, la brise, c'est un vent qui est assez doux, contrairement à la bise. À la brise, Voilà, qui est très fraîche. qui est très fraîche, Voilà, et qui il nous fait vient du froid. nord. Ouais, voilà. Merci, à la Merci semaine à vous. prochaine. On continuera à parler bien sûr de notre environnement. On vous emmène du côté donc d'El Bayed, du sud du pays, voir un petit peu comment se fait aussi cette denrée, comment est pompée cette denrée rare, l'eau, avec l'agropastoralisme saharien. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir ceci à travers son reportage. Au cœur des monts d'Ersor, Chellala constitue une région agro-pastorale de premier plan au niveau du sud d'El Bayed. La famille Belfarh pratique l'élevage ovin et caprin, et ce depuis des lustres. Elle dispose d'une terre agricole que seule une bonne pluviométrie rend arable. Cette terre qu'on exploite est celle de nos ancêtres. Il s'agit d'une grara. Elle s'étend de la route goudronnée à la Daya. Son exploitation atteint de 300 à 400 quintaux de céréales à l'hectare. On compte la redynamiser. On dispose d'un forage. Loin d'avoir bénéficié d'une quelconque aide de l'État, la famille Benfarh a construit un puits sur ses fonds propres afin d'assurer l'irrigation de ses champs. Faute d'électricité, ce projet n'a pas encore vu le jour. Notre exploitation agricole souffre du problème d'eau. On dispose d'un puits d'une profondeur de 120 mètres. L'eau est disponible, l'énergie électrique fait défaut. On a pensé diversifier nos activités et passer aux cultures maraîchères et à l'apiculture. Notre terre renferme des sisyphus qu'affectionnent les abeilles.
Notre problème reste l'électricité. Cette énergie n'est qu'à 400 mètres de nos terres. Les terres de la famille Ben Farh connaissent des périodes de sécheresse et ce depuis de longues années. La culture des céréales s'est ralentie pour ne permettre que le pastoralisme. L'optimisme existe, Inch'Allah. Nos doléances auront des échos favorables auprès des pouvoirs publics. On dispose de la volonté pour travailler la terre, mais les pouvoirs publics, au niveau local, restent passifs. L'activité du pastoralisme est ancestrale chez nous. De nos jours, ce secteur souffre du problème des forages. En éleveur avisé, l'Akhdar Ben Farh affiche un optimisme et compte coûte que coûte se doter de la force électrique pour concrétiser son projet agricole tant attendu. Voilà, de retour sur le plateau, vous avez pu voir donc cette région. On va rester à travers notre patrimoine encore une fois, cette fois-ci archéologique, historique, avec notre amie Samira Hadj Omar. Bonjour. Bonjour Amel. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors on va voyager encore une fois avec vous, à chaque fois une légende, une histoire et surtout visiter notre beau pays. Exactement. Alors, à travers votre rubrique Écume et patrimoine, aujourd'hui vous allez nous emmener du côté de Sidi Fredj. Oui. Alors, à Sidi Fredj ou Sidi Ferruch, comme l'a nommé les Français, est situé à 30 km à l'ouest d'Alger, de la baie d'Alger. Donc, si je te dis Obori, ça te dit quelque chose? Non. Si je te dis Via Ptolémée. Oui, un peu plus. C'est tout, hein. Je connais deux noms, c'est tout. Non, je l'ai déjà entendu. Oui, je l'ai déjà entendu. Kazea Kalvensi. C'est encore une histoire d'une personnalité qui a marqué aussi cette région? Non, c'est le nom de Sidi Fredj. D'accord. Alors, on croit que c'est les noms de Sidi Fredj. Pourquoi? Parce que des choses ont été retrouvées à Sidi Fredj et elles ont été étudiées par donc des chercheurs, des archéologues. Et donc, ils ont retrouvé des petites choses, par exemple, dans les actes de Carthage, qui dateraient de 411 ou encore de 484, qui situent donc Sidi Fredj, qui s'appelait donc soit Obori, soit Via Ptolémée, et qui la situe donc entre Icosium, Alger, et Césarée, Chechel. Voilà, on pense que c'est ce point. Ça pourrait être Foucault aussi, mais il parle de Sidi Fredj. Sidi Fredj est cité dans les écritures de Carthage. Voilà, donc c'est un très joli endroit, très beau. Très bel endroit parce qu'il y a la mer, justement. Il y a la mer, il y a une baie, la baie de Sidi Fredj. On parle du côté ouest, hein. Donc là où il y a la plage ouest. Donc là où il y a le théâtre de verdure actuellement. Exactement. On est de ce côté-là. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui habitait là-bas. C'était on va dire, un petit village de pêcheurs, d'agriculteurs. On pense, on croit, on n'a pas de certitude, mais on pense que c'était des morts et que ce sont eux qui ont nommé justement cette région par rapport au patron, au saint patron de Sidi Fredj. Ils l'ont nommé Sidi Fredj, voilà. D'accord. Donc le saint patron existait beaucoup plus bien avant. Donc. On est au XVIe siècle, dans les premières années du XVIe siècle, voilà. Et donc ce petit village voit arriver un jour un homme. Et cet homme, on n'a pas de certitude, on dit qu'il serait originaire natif de Grenade, donc en Espagne, d'Andalousie. À cette époque, c'est la chute de Grenade, justement, et les morts sont chassés par le roi Ferdinand et la reine Isabelle. C'est la fin de la Reconquista, on se rappelle du 2 janvier 1492, où les morts ont dû fuir, où les musulmans, en fait, où le royaume musulman d'Espagne ibérique s'est effondré et certains ont dû fuir pour éviter la mort. Donc il arrive un jour là-bas et il passe inaperçu dans un premier temps. Donc c'est un homme, c'est un théologien. Il lit beaucoup le Coran, c'est quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui... Il arrive avec un groupe d'exilés, mais lui... comme lui, hein. Donc ils arrivent d'Espagne et il décide, lui, de s'installer là-bas. Mais il ne s'installe pas tout de suite, il met une espèce de... il pose sa besace pas très bien au début, il ne sait pas. Et puis les gens commencent à s'intéresser à lui. Il les intrigue, il est intéressant, il est gentil, il a beaucoup de bonté, et puis il a ce savoir, donc la religion qui est très importante. Les gens ont été instruits par la religion. Exactement. À l'époque. Voilà. Donc, il rassemble donc du monde autour de lui, oui, il fédère donc il devient un homme bon, et les gens le considèrent, ils le respectent. Voilà, exactement. Et puis ils viennent le voir, et puis ils lui demandent de choisir une maison.
il voulait lui offrir une maison et tout. Lui, il décide de s'installer entre deux rochers sur une colline pour avoir une super vue. Il a raison, franchement. J'aurais fait la même chose. De s'installer face à la mer, les oiseaux. Oui. Et il médite. C'est quelqu'un qui médite pendant des jours et des nuits. Hein. On appelle ça le khalwa, donc l'ermitage. Voilà. Et les gens viennent le voir, ils lui demandent sa bénédiction, qui pour avoir un enfant, qui pour tomber enceinte, qui pour avoir la baraka. Et donc, son nom s'inscrit. En fait, ils viennent de partout après pour le voir. Et un jour, une nuit, je pense, sans étoiles, il y a un navire qui arrive. Et le navire, en fait, il y avait un capitaine. On dit qu'il s'appellerait Roc ou Oroco, je ne sais pas, Orojo en espagnol. Ils disent que c'est un capitaine espagnol, un pirate, qui serait arrivé une nuit et qui a kidnappé le saint homme. Donc, Saïd el-Faraj. Les morts l'appelaient Saïd el-Faraj. Et qui voulait le vendre au marché des esclaves, d'autant plus qu'il était instruit, même s'il était vieux, on va dire, pas très vieux, mais même s'il était âgé. Et donc il le prend, il le vole, il le met sur le navire et il s'en va. Il va à l'abordage et il s'en va. Et le lendemain, après une nuit de navigation, il se retrouve au même endroit, à la même place, au même point où il a kidnappé le saint homme. Donc le pirate est intrigué, il réessaye, il repart. Entre-temps, c'est des fois je lui demande de le libérer. Avec insistance. Avec insistance, c'est tout. Et de le laisser partir et qu'il ne lui arriverait rien du tout. Donc deuxième nuit, il se retrouve... au même endroit. Au même endroit, au même La case départ. Exactement. Au bout de la troisième nuit, le pirate... prend peur. Au miracle. Oui, il prend peur, il croit au miracle, il croit au pouvoir de Sidi Fredj. Et il décide de le libérer. Mais encore mieux, il décide d'embrasser la musulmane et il fait la shahada. Et il demande à Sidi Fredj de pouvoir être son compagnon pour de l'accompagner dans le meilleur et dans le pire et de rester avec lui. Ils ont été tellement liés. Hein, donc le capitaine Rojo ou Rogoku, parce qu'on l'appelle aussi comme ça, est resté donc... à Sidi Fredj, voilà, ils ont vécu ensemble, ils ont tout partagé et il est mort le même jour, à la même heure, on dit, hein, on ne sait pas, c'est une légende, il n'y a pas de choses attestées, on dit qu'il serait enterré l'un à côté de l'autre. Et qu'un tombeau, les morts, donc les villageois, auraient construit ce tombeau, ce fameux tombeau qu'on connaît. Non, on ne connaît pas. Il est peut-être en dessous du théâtre de verdure actuel. Ce qu'on connaît, nous, c'est la petite roba qui se trouve à l'intérieur du complexe actuellement. Que les gens continuent à visiter, ils mettent des bouts de tissu, demandent la bénédiction. Toujours pour les mêmes choses, hein, depuis des siècles. Traditionnellement. Oui, et je pense que c'est une tradition qui remonte à même... byzantine, hein, au plus loin, je ne sais pas en fait, mais c'est quelque chose qui est répété depuis des siècles. C'est les mêmes gestes. Il serait en dessous du théâtre de verdure actuel, donc l'Aqaba. Et l'Aqaba, je ne sais pas si on a vu les photos, non juste à côté du mausolée de Sidi Fredj, il y avait la tour Chika, petite tour. Parce que c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Il y a la tour Chika, il y a le mausolée à côté et il y a les vestiges il y avait une basilique romaine, je crois, qui s'appelait Sainte-Janvier. Voilà. Donc, ces choses-là, comment on les sait? Parce que on a trouvé, les chercheurs, les archéologues ont trouvé des fragments. Et ils se trouvent, je crois, soit dans le parc de Galan, soit dans le musée des Antiquités. Je n'ai pas pu vérifier, le musée est fermé. Ah oui, c'est vrai. En ce moment, il aurait fallu appeler. J'aurais voulu y aller. Oui. Et donc, des pièces de monnaie ont été retrouvées. Et sur ces pièces de monnaie, on retrouve justement l'inscription, par exemple, Obori, Oberius, qui veut en dire latin. Oui, voilà, des choses du nom du régent ou du consul qui gérait à l'époque romaine, Sidi Fredj. Voilà. C'est une histoire qui elle est passionnante. Elle est passionnante et puis ça draine des curiosités, ça draine donc des touristes, des visiteurs qui viendraient s'intéresser à cela, aller vraiment loin dans l'histoire. Exactement. Et rester sur cette légende. Oui, plutôt. Absolument. Alors, en 1830, arrivent les Français, ils voient la tour, ils pensent que donc on est sous la régence ottomane, ils pensent qu'il y a des guerriers qui sont là-bas, des Ottomans qui vont... Mais finalement, il n'y avait pas grand monde, donc ils s'installent dans la tour, mais on ne sait pas très bien, la tour a été détruite.
Elle a été, on va dire, explosée. Voilà. Et on retrouve des cendres. Il paraît qu'il y a eu une cérémonie, donc on est 1830, je ne sais pas exactement à quelle date. Il y a eu une cérémonie, les autorités sont venues et on a transféré les cendres de... On a retrouvé 2 tombes. Oui. Donc le capitaine, le fameux capitaine... Oui. Et c'est des fridges. Et c'est des fridges qu'on a. Donc on a transféré leurs cendres, on les a emmenés au cimetière Sidi Mohamed Akbar Astawali. D'accord. Astawali qui se trouve à 2 km de Sidi Fridj, l'actuel Sidi Fridj. Voilà. Donc Sidi Fridj aussi, on ne connaît pas, c'est une station balnéaire, mais c'est aussi une cité antique. On sait qu'il y a de très belles choses à visiter là-bas, un port de plaisance, une petite marina, la seule, donc marina qui existe. Très jolie, très prisée en été. Je ne sais pas si tu as des souvenirs, mais moi j'ai assisté à des concerts comme celui de François Valéry ou alors Alain Souchon qui a chanté. Oui, qui a fait... vous avez une belle photo, vous avez partagé une belle photo aussi. D'Alain Souchon, il a dans un album, je sais plus, je crois qu'il est sorti, je sais plus exactement quelle année il est sorti, mais qui s'appelle Sidi Farouche, parce qu'il prononce très mal. Prononçait mal. Mais il chante aussi en arabe dans... Voilà. C'est l'actuel Sidi Fridj. Exactement. Avec sa marina, son port, son petit port de plaisance. Et il y a le phare pas très loin. Tout à fait. Et qui a fait sa renommée aussi avec le film de l'inspecteur Tahar. Absolument. Allah yarhamou, avec bien entendu les vacances de l'inspecteur Tahar. De Moussa Haddad, Allah yarhamou également. Voilà, un très joli endroit qui a été dessiné par ce qu'on voit. C'est très beau. C'est l'ancien fort turc qui existe toujours. Voilà, je pense qu'il y a la protection civile aujourd'hui qui a son siège là-bas. Exactement. Et ce qu'il y a aussi, c'est que c'est Ferdinand Pouillon qui a dessiné. Il a essayé de conserver le cachet antique avec des arcades, des arches. C'est très joli. C'est typique. C'est typique à la Méditerranée. C'est typique aussi à une station balnéaire. C'est vraiment dans l'esprit donc de cette construction aussi où on est protégé par le soleil et parce qu'il y a ces espèces de voûtes aussi qui apportent de l'ombre et qui apportent une fraîcheur. Oui, on peut marcher en dessous des arcades et au-dessus des arcades. Des alcôves. Oui. Moi, j'ai de très bons souvenirs. Et ce qui est beau, ce qui est bien, c'est qu'à Sidi Fridj, on ressent encore cette atmosphère. Il y a l'atmosphère de... On a l'impression que le saint veille. Oui, il y a les vacances, bien sûr, l'iode et tout qui nous manque. Mais il y a aussi cette atmosphère mystique, parce qu'il était très mystique, Sidi Fridj. Et les gens l'ont aimé pour ça, l'ont respecté aussi pour sa ferveur religieuse. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui encore, on le visite et on lui demande sa bénédiction. Ouais. Ça continue aujourd'hui. Est-ce que peut-être les gens le fréquentent un peu moins qu'il y a quelques années? Les croyances ont un petit peu changé? Non, je ne crois pas. Ah bon? Il y a toujours autant de... Il y a un ancrage chez nous et dans le Maghreb en général et dans les pays arabes ou musulmans, là où il y a, même ailleurs, il y a... Chez nous, je crois, on a des milliers de mausolées, on a des milliers de marabouts, on rend toujours hommage et on n'oublie pas les anciens. C'est pas forcément des demi-dieux ou des choses comme ça. C'est un respect. C'est un respect, bien sûr, du saint patron. C'est des gens qui ont fait du bien aux autres, à la collectivité. C'est des gens qui ont apporté quelque chose à la collectivité. Donc, on leur rend hommage, on les remercie, on les garde en mémoire. Et qu'est-ce qui se passe? On fait une wahda, des pauvres viennent, des gens qui sont dans le besoin, viennent se nourrir ou demander des choses. Il n'y a rien de païen. Voilà, exactement. De païen. Au contraire, ce sont des traditions qui sont relatives. Chaque région, vous allez à Mostaganem, il y a un grand mausolée qui est connu. À Oran, Sidi El Hawari. Oui, voilà. Bien sûr. Sidi Abderrahmane. Partout. Il y a des saints patrons. À Alger, Sidi Abderrahmane, et jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, je continue à le visiter. Et juste avant la pandémie, j'y suis allée encore une fois. Et d'abord, les lieux sont solennels. On a une superbe vue sur Alger. Il y a de superbes mosaïques. Il y a un jardin. Il y a un jardin, exactement. Et puis, il y a, par exemple, Rassim est enterré là-bas, le peintre. Exactement. Avant, on enterrait les Algériens, on va dire ceux d'Alger, étaient enterrés là-bas jusqu'à ce que le cimetière soit rempli, bien sûr. Au même titre que les Dey ou leurs familles, exactement, sont là-bas. Les deux. C'est de belles histoires que vous nous racontez là. Vous allez défricher donc les légendes surtout parce que c'est très important de pouvoir aussi dater, raconter et situer surtout.
situées. Oui, c'est très parce important. qu'elles ont un rapport de toute façon avec le patrimoine, que ce soit préhistorique ou archéologique de l'Algérie. Ouais. Tout est lié. Tout est lié, tout C'est à un fait. contexte et peut-être le rappeler par exemple que c'est des fois ça s'appelle Obori. Franchement, c'est une belle histoire à raconter, Très belle autant par histoire. les guides, parce qu'on espère que le tourisme va reprendre, que les gens vont revenir et qu'il y aura beaucoup de tourisme, que ça sera relancé et que des choses comme ça, les raconter, ça peut... Aller voir la région aussi de Sidi Foch d'un autre œil, surtout. Et puis rappeler que c'était une cité antique, c'est pas seulement... une station balnéaire. Exactement, voilà, où on peut nager, où il y a le sanatorium bien sûr. Il y a encore des choses à raconter. Chaque chose qu'on peut retrouver en vestige ou en pièces de monnaie raconte une histoire, un morceau d'histoire de l'Algérie, pas spécialement de Sidi Foch, mais ça nous rappelle comment les autres vivaient, nos anciens, nos aïeuls. Exactement. Vivaient. Là, tu as la sotéraphie d'un côté, un terrain de tennis. Il y a le Casif aussi qui a brillé aussi il y a quelques années. Et surtout, chaque été, c'était vraiment un monde jusqu'à l'été dernier. Un programme aussi très riche, international et national. Absolument. De culture, de musique, de danse. La première fois où j'ai vu Hakim Salhi danser, c'était là-bas. Il était très très jeune et il était venu avec une troupe, je ne sais pas... Comment elle s'appelle? Le ballet de Sidi Belabès. Je pense. Le ballet de Sidi Belabès avec ses danseuses qui avaient changé l'image surtout donc de la danse et surtout du spectacle ici en Algérie. Oui, exactement. Voilà. C'était il y a quelques années. En tout cas, on les salue, tous ceux qui se rappellent de cette année, ces années-là, et qui peut-être avec nostalgie se souviennent de bons souvenirs et partagent aussi de bons souvenirs, comme vous l'avez fait ce matin avec moi et avec les téléspectateurs. C'était un plaisir. Voilà. Merci beaucoup Samira. Toujours un plaisir de vous recevoir pour nous évoquer comme ça de belles histoires et légendes et surtout rappeler notre patrimoine archéologique. C'est important. Avec plaisir. Voilà. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà. Merci. Restez avec nous. On va suivre tout de suite un reportage signé Sabrina Khalifi qui nous fait découvrir un métier. Celui-ci donc est maquettiste et elle l'a rencontré pour nous. Il s'intéresse aussi aux petites maquettes aussi qu'il a fait pour les écoles, mais qu'il travaille aussi à sa façon. Regardez. Une mosquée, une école, un restaurant, mais surtout les maisons de la Casbah d'Alger. Des maquettes réalisées par Abdellatif Djilali. Il n'exerce pas le métier de maquettiste, il n'est pas non plus un architecte installé confortablement dans un bureau d'études, mais un infographe travaillant dans une imprimerie. La quarantaine à peine, c'est pendant ces heures perdues qu'il construit ses chefs-d'œuvre. Boîte en carton, colle, ciseaux et papier forment l'essentiel des matériaux utilisés par cet artisan autodidacte. Pour lui, tout peut être recyclé. Les maquettes en carton, nous recyclons le carton. Nous les cadres en carton, nous recyclons le carton. N'importe تصويرة نديرها un cadre. نخدم avec les enfants. يجوا لي يقولوا لي يخدم لنا في المسجد ديمونداو لنا دي ميزون عفايس هكذاك. نخدم لهم ويروحوا satisfaits. Pour cet artisan, cela se fait avec passion d'abord. Ensuite, quelques ingrédients de base sont obligatoires. Il faut absolument faire preuve de patience, un maximum de concentration et avoir confiance en soi. Un vrai travail de précision et d'orfèvre. Abdellatif Djilali a le souci du détail. Il réalise chacune des pièces avant de les assembler. Ces pièces forment désormais une jolie collection. C'est une passion et sans doute un don. Le don de transformer en modèle réduit ces bâtisses avec toutes leurs particularités. Le maquettisme, un travail titanesque demandant rigueur, précision et patience. Conception, assemblage, coup d'œil, mais surtout du savoir-faire. Voilà, c'est un travail manuel aussi de précision et la miniature aussi, la modélisation comme on l'appelle, c'est extraordinaire. Et ça aussi, c'est un travail que font beaucoup d'architectes, comme notre architecte ici présent, Sami Hamoud. Bonjour. Bonjour Amal. Comment ça va? Très bien et vous? Alors, la rubrique aujourd'hui, architecture, design et surtout style de vie, va nous emmener à travers aussi peut-être de belles choses à découvrir. On a pu voir avec vous déjà la semaine dernière la réalité virtuelle, on a vu ensuite la réalité
réalité virtuelle dans l'architecture. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, on va voir... C'est le thème mystère que je vais essayer de faire deviner. C'est le thème mystère, je l'avais dit. Alors, il va nous faire découvrir son thème. C'est ça. Donc, est-ce que vous êtes prête? Je Est-ce que suis vous êtes prête à gagner cette fameuse encyclopédie Le Larousse buzzer, il est Voilà. où? C'est un buzzer imaginaire. Alors, vous êtes prête? Donc, Ouais. top. Je suis le thème du jour, mais aussi cousine mal aimée de la réalité virtuelle. Je suis une technologie qui fonctionne par l'intermédiaire d'un terminal filmant le monde réel et incruste en direct des objets virtuels. Mes domaines d'application touchent aussi bien les loisirs que l'éducation, la médecine, mais aussi l'industrie. Je suis. Ben, je suppose que c'est la réalité augmentée. Parfait. C'est Ah, exactement ça. c'est Bravo. Mais en tout cas, on adore ça en ce moment. Tout le Mais monde. complètement. Peut-être que ce que vous avez décrit, les gens ne le connaissent pas sous cet angle-là. Oui. Mais par contre, sur leur smartphone, sur leur téléphone, ils ont tous utilisé cette réalité augmentée. C'est ça. Alors, on va commencer déjà par redéfinir d'une manière beaucoup plus posée qu'est-ce que la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée est une technologie qui permet de transposer des informations numériques filmées en temps réel entre l'œil humain et le monde réel. Mais vous allez me dire comment ça marche tout ça. Oui. Nous allons voir ça avec notre premier visuel. Donc, Ouais. sur le premier visuel, nous allons avoir un exemple de superposition du monde réel. C'est ce qu'on voit. Exactement, du monde Ça, c'est un réel. téléphone. Voilà, des données numériques sur le monde réel. D'accord. Et comment ça marche en fait? Sur le deuxième visuel, nous allons commencer à voir comment ça marche. Déjà, dans un premier temps, elle peut fonctionner à travers des lunettes ou un masque de réalité augmentée. Donc c'est ce qu'on va appeler la vision directe. D'accord. Ou grâce à une caméra qui va filmer le monde réel et qui va le transposer sur un écran d'ordinateur, un écran de tablette ou un écran de smartphone. Et là, nous parlons de vision indirecte. D'accord. C'est ce qu'on voit. C'est ça, voilà. D'accord. Donc, vous voyez bien qu'on a... Là, on a ce qu'on appelle la vision directe. Donc, c'est casque ou lunettes. Ouais. C'est casque ou lunettes, exactement. Très Sur bien. le visuel suivant, on va parler de vision dite indirecte, qui va utiliser une caméra qui va filmer le monde réel et le transposer à la réalité qu'on connaît tous. D'accord. Voilà. Mais vous allez me dire, dans quel domaine on va retrouver toute cette technologie et toute cette... Aujourd'hui, ça a inondé partout. On va dire, les téléphones sont aussi un véritable joujou intéressant pour tous les utilisateurs. On s'amuse tous à prendre des photos, les changer, mettre des cheveux, mettre des yeux bleus, etc. C'est une réalité augmentée. Exactement, exactement. Donc les filtres Snapchat, Instagram et C'est Facebook ça. sont de la réalité augmentée. Voilà, Mais ça voilà, c'est juste un petit exemple. C'est ça, et on n'arrivait pas forcément à mettre le nom dessus. Voilà. Par contre, ce qui est super intéressant, comme on va le voir sur le visuel suivant, c'est la réalité virtuelle appliquée à la navigation. On navigue tous maintenant avec nos smartphones grâce à des applications de navigation GPS. Oui, GPS. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas tous cette notion de pouvoir en fait transposer la vue de plan sur la vue de côté et transposer ça en même temps qu'on conduit sur notre environnement. Donc la réalité augmentée va nous permettre de superposer l'itinéraire là sur le visuel en ligne bleue par exemple sur la route. Arrivé à une intersection, on verra la ligne bleue tourner à l'intersection. Donc c'est de la réalité augmentée appliquée à la navigation. Mais pas que. Il y a aussi un autre type de navigation qui sont les visites touristiques. Donc imaginez-vous dans un musée d'histoire naturelle. Donc là, vous êtes face à on est face par exemple à des tableaux. Grands... Voilà, ou par exemple dans un muséum d'histoire naturelle face à un grand squelette de dinosaures, qui a des milliers d'années. Donc là, en fait, voilà, par exemple, c'est ce qu'on est en train de voir. Au lieu d'essayer d'imaginer à quoi ressemblait ce dinosaure, on va juste prendre son smartphone, sa tablette ou récupérer un matériel à l'entrée du musée et en fait le prendre et en fait on va superposer muscles, tissus, épiderme sur l'animal qui n'existe plus depuis quasiment des milliers d'années. Wow. Donc ça donne des visites beaucoup plus parlantes, mais beaucoup plus interactives pour les enfants surtout. Et en parlant de nos chers bambins, un autre domaine aussi que nous allons voir aussi pour la réalité augmentée à travers la vidéo qui va passer. Donc c'est l'éducation. Donc ça se passe chez nos amis en Inde, dans une école privée, qui pour ces classes virtuelles Covid-19 avait fait appel à la réalité augmentée. Donc nous voyons là en fait les enseignantes en train d'expliquer, de faire apparaître une planète, expliquer la rotation d'une planète autour d'une étoile, ou encore expliquer un animal qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours, comment il va bouger.
les différentes parties de cet animal. Et donc là, nous sommes dans un apprentissage beaucoup plus sympathique pour l'enfant qui a imaginé jusqu'à 12 ans, qui ne va pas forcément avoir l'occasion de voir tout ça dans une ferme, aller se déplacer et faire des visites. Exactement. Là, c'est pour l'anatomie du corps humain. Exactement. En sciences naturelles, par exemple. Ou en apprentissage de la médecine. Donc imaginez-vous, là maintenant, on est des étudiants. Voilà. Exactement. Je m'adresse par exemple aux étudiants en médecine qui galèrent par exemple à comprendre l'anatomie. On met son casque ou grâce à son smartphone et là en fait, on peut disséquer tous les organes humains. On peut les attirer vers nous, les décomposer, cliquer par exemple sur le poumon droit et voir en fait toutes les spécificités. Nous pouvons aussi effectuer d'un simple passage de la main par exemple un scanner en temps réel. Par exemple sur un modèle ou sur un mannequin d'apprentissage. Mais pas que, parce qu'aujourd'hui aussi, cette technologie est utilisée en bloc opératoire. Comment? Elle va aider les chirurgiens à repérer une tumeur qui a été repérée au préalable grâce aux outils conventionnels. Donc pendant l'acte chirurgical, d'après les chirurgiens de l'hôpital de Grenoble, c'est une opération qui va pouvoir faire économiser énormément de temps. Et la découverte de cette dite tumeur qui est estimée selon eux à 1h30, 2h en fonction de sa complexité, va être réduite à une découverte qui va se faire au bout de 5-6 minutes grâce à la réalité augmentée. Donc vous voyez, un gain de temps énorme en bloc opératoire. Alors pour ça, il faudrait donc des techniciens qui travaillent sur ces nouveaux outils qui vont permettre aussi aux chercheurs de pouvoir travailler sur ces nouvelles applications et surtout sur cet outil aujourd'hui qui est futuriste. Il n'est plus futuriste, il l'était il y a quelques années, aujourd'hui. Il l'était il y a quelques années, aujourd'hui en fait on a tous des smartphones qui sont capables de l'utiliser, nous avons tous des machines qui sont capables de le faire tourner. Après pour des applications professionnelles type médecine ou apprentissage de la médecine, effectivement là ça peut demander une certaine technicité. Mais avec le dernier thème que nous allons aborder qui est le thème par exemple de la déco qui commence à tous, voilà. Qui n'a pas été déjà coincé dans un magasin de meubles à essayer de voir quel meuble allait rentrer chez lui. Avec son mètre ruban pour essayer de mesurer, etc. Si ça va chez Vous voyez la galère que c'est en fait le mètre ruban quand on part. Après, on oublie ce qu'on a à la maison, on oublie les couleurs. Les couleurs. Voilà. Et on a l'imagination, mais forcément notre imagination n'est pas toujours exacte. Donc on s'imagine dans son salon avec la couleur qui va avec ci et ça, etc. Mais finalement, il n'y a pas mieux qu'une réalité augmentée. C'est ça. Et c'est ce que va nous montrer ce dernier extrait vidéo. Donc là, on a un jeune homme qui va commencer à essayer de meubler son chez lui en petit appartement, voire un petit studio. Donc via l'application, il a choisi ce tabouret qui va commencer à essayer de déplacer chez lui en disant « Oui, mais là, finalement, il ne me convient pas trop. Donc je vais commencer à apprendre à le déplacer, à le mettre quelque part, à pouvoir le tourner. » Donc voilà, j'ai déjà mon tabouret et maintenant je vais prendre mon canapé. Donc là, d'une manière très simple, je choisis le canapé dans l'appli en choisissant le modèle. Et là, je peux même mesurer le passage qui me reste avec ma porte. Donc voilà, j'harmonise les couleurs, j'harmonise mon espace et je comprends tout ce qui se passe chez moi avant d'acheter mon meuble et de passer à l'acte d'achat. Et comment est-ce qu'on n'arrive pas à se tromper pour les dimensions ? En fait, c'est très simple parce qu'il y a une calibration ou ce qu'on appelle un étalonnage qui est fait en amont au lancement de l'application. À taille humaine ? Tout est à échelle humaine. Tout est à échelle humaine. Donc, quand vous lancez des applications de ce type-là, elles vont vous demander de calibrer votre espace. Donc, vous prenez votre smartphone, vous allez avoir des points. Donc, avec votre caméra, vous allez prendre point A, point B, point C, point D. Et là, en fait, toute la pièce sera mise à l'échelle. C'est pour ça qu'une fois que nous allons transposer le mobilier à l'intérieur de cet espace-là, il sera réellement à taille humaine. Alors bien sûr, ça c'est beaucoup plus utilisé pour les architectes, les décorateurs d'intérieur. Monsieur Tout-le-Monde aussi pourrait l'utiliser. Monsieur Tout-le-Monde, c'est une technologie qui a commencé chez Monsieur Tout-le-Monde. D'accord. Parce que ça, elle s'est démocratisée. De toute façon, dans chaque industrie, la démocratisation passe par le grand public. Voilà. Et la simplicité et les technologies que nous embarquons aujourd'hui dans nos smartphones et dans nos poches permettent de pouvoir démocratiser tout ça. Et la réalité augmentée est disponible partout et gratuitement. Donc Google Maps, chez nous, ça fonctionnera normalement d'ici 6 mois. On aura de la réalité augmentée en naviguant avec Maps. Donc imaginez-vous dans les rues d'Alger, au lieu d'aller chercher la petite ruelle sur la carte, vous prenez juste votre smartphone et là en fait vous aurez une grosse flèche bleue qui va apparaître. Vous êtes arrivé. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on avait quand par exemple vous mettez une photo donc de classe et vous avez carrément les affiches les petites annonces qui vous disent telle personne s'appelle. Bon, c'est un petit peu ça. Hein. C'est exactement ça. J'extrapole. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc en fait, le champ d'application de la réalité augmentée
est aussi vaste que le champ d'application de la réalité virtuelle. Donc vous voyez, ce sont des technologies avec lesquelles nous devons apprendre à vivre, qui vont meubler notre quotidien pour les 10 voire 20 prochaines années. La marque à la pomme est en train de s'y lancer avec des lunettes qui sont une sorte de secret de polichinelle parce qu'on sait tous qu'elles arrivent l'année prochaine. Donc ça sera là, je pense, qu'on va basculer réellement dans le grand public parce que la marque à la pomme démocratise généralement toutes ces technologies-là qui existent depuis, par exemple, la réalité augmentée. On y a accès au grand public maintenant depuis 2012. Voilà, déjà. Mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'elle n'est pas mise en avant. Nous, maintenant, voilà. Arriver à ce degré-là, je pense que tous les éléments sont en place et la technologie est assez mature pour qu'elle puisse réellement être démocratisée. Ce qui est formidable, c'est bien sûr cette technicité au niveau des écoles. Ça permet aussi un apprentissage, par exemple, en temps réel, avec en 3D. Donc, on arrive à voir, comme vous le dites, les planètes, le déplacement donc aussi des planètes, les animaux qu'on a pu voir aussi, voir un petit peu l'anatomie donc de ces animaux et pouvoir expliquer aux enfants de manière plus ludique aussi. Ça. Et c'est d'une simplicité de mise en œuvre extrême parce qu'il nous suffit juste d'un ordinateur et d'une webcam. Et le tour est joué. Exactement. Voilà. Alors, ce sont des ingénieurs qui travaillent sur ces applications et mise en forme peut-être de ces applications? C'est surtout des équipes pluridisciplinaires parce qu'en fait, on a des équipes d'ingénieurs, mais l'ingénieur ne va pas inventer à lui seul une technologie spécifique à un domaine. Il va créer une base qui va être alimentée par des professionnels du domaine. Par exemple, dans le monde de la pédagogie, nous allons avoir des équipes d'ingénieurs en réalité augmentée, en réalité virtuelle, et des développeurs qui vont être capables de coder, mais aussi des pédagogues qui vont apprendre à ces ingénieurs à comment faire véhiculer le message à travers cette technologie. Aujourd'hui même, les politiques se sont servis de cette technicité pour essayer de faire des rencontres avec public en étant invisible pratiquement, en étant loin bien sûr. Comment on appelle ça? Des IRL. Des IRL. C'est ça, c'est hologrammes. C'est des hologrammes IRL parce qu'en fait c'est in real life. Donc c'est le nouveau jargon un peu branchouille. Les politiques se sont servis aussi drôlement pour essayer pour pouvoir faire des meetings à plusieurs endroits en même temps et à plusieurs endroits différents. En temps réel, avec bien sûr une présence et avec un public, essayer de drainer le plus de monde possible. C'est en tout cas magique de pouvoir aussi faire visiter comme ça des musées avec bien sûr cette réalité que vous pouvez maîtriser vous-même de chez vous, de votre smartphone. Voilà. C'est extraordinaire. Vous avez tout compris. Et je pense que vous avez eu le droit de gagner votre encyclopédie là aussi. C'est intéressant. Moi, j'opterais pour la décoration d'intérieur. J'en serais ravie et surtout pouvoir comme ça changer des meubles, déplacer peut-être changer de couleur aussi. C'est intéressant. Vous pouvez y avoir accès dès maintenant. Prenez juste votre smartphone, quelle que soit la marque qu'il a, allez sur votre store officiel et écrivez juste réalité augmentée. Vous allez trouver une pléthore d'applications qui peuvent permettre ça. Vous pouvez tester ça tout de suite chez vous. D'accord, c'est génial en tout cas. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous, Amal. Alors on a pu voir le maquettiste, ça commence comme ça pour les architectes, faire une petite maquette et bien sûr essayer donc de voir en petite échelle comment est-ce que seraient les maisons. Oui, c'est pour moi personnellement c'est un assez mauvais souvenir parce que j'étais pas très bon, mais oui, on est bien obligé d'utiliser la maquette tous les jours. Voilà, la maquette est très importante. En tout cas, bravo à vous pour cette démonstration aujourd'hui de réalité et surtout réalité augmentée, bien sûr, c'est cela? C'est ça. Et on aura l'occasion de vous recevoir pour une autre démonstration. Et je vous garde aussi le sujet en tant que sujet mystère comme la semaine dernière. D'accord. Merci beaucoup Sami Hamoud. Je rappelle que vous êtes donc architecte, designer. Et aujourd'hui, vous nous avez parlé donc de réalité augmentée dans votre rubrique Style de vie. Bonne journée. Merci. À très bientôt. Au revoir. Eh bien, on va continuer à s'intéresser bien sûr à tout ce qui va nourrir notre cerveau. La lecture par exemple. Eh bien oui, Liliane Nassar nous fait une visite au niveau donc des librairies pour voir les lectures qu'il y a en ce moment au niveau donc des librairies. En temps de confinement, il faut aussi savoir faire son choix. Regardez. Si la lecture est une des grandes gagnantes du confinement, les libraires sont confrontés à la crise du coronavirus. Comme de nombreux commerces, les librairies ont également fermé boutique. Aujourd'hui, leur activité reprend en mettant en place des règles sanitaires strictes. Il y a des gens qui sont obligés de lire, vu qu'ils sont H24 à la maison confinés, donc ils sont obligés de s'occuper. Il y a des gens qui ont une passion de la lecture, qui est très importante.
Donc, et c'est des gens qui viennent prendre leur livre, ils sont obligés voilà, de passer à la librairie et prendre leur livre. Les mesures de sécurité, comme c'est des mesures universelles, donc le port de masque est obligatoire dans la librairie. Comme dans la librairie, il n'y a pas trop de bousculades, donc il y a des gens qui viennent prendre leurs livres, qui partent. Donc on n'a pas de ce problème-là de bousculade et tout. Mais quand on voit qu'il y a assez de nombre à la librairie, donc on ne laisse pas les gens rentrer. Mais c'est rare. Ça ne se passe pas tout le temps. Donc sinon, les mesures de sécurité, le gel hydroalcoolique, le lavage des mains à tout moment. Donc et même pour notre clientèle, heureusement, c'est une clientèle qui est quand même consciente du danger. Donc c'est des gens qui prennent leur dispositif même avant d'entrer à la librairie. Pour cet été, concernant les livres qu'on a, on a des livres qui sont disponibles. Vu la situation qu'on vit maintenant, on a des livres qui sont disponibles pour l'été. Parce que l'été, il faut une lecture légère. Par contre, on a des éditeurs algériens qui ont pu faire sortir quelques livres. On a des livres qui parlent des femmes qui ont marqué l'histoire, il y a qui parlent de net. Mais sinon, quand on propose avec cette situation-là, les gens aiment lire la lecture un peu facile. Au moins que ça détend avec ce confinement. Alors que la crise sanitaire frappe de plein fouet le marché du livre, des discussions sur les mesures à prendre collectivement pour faire face à cette situation se tiennent régulièrement. Des questions telles que la vente en ligne, la création d'un système de livraison des commandes, mais aussi la question du livre en version numérique sont aujourd'hui les pistes les plus probables. Les lectures sont très importantes et pourquoi pas faire le choix d'une des œuvres de Malek Bennabi. C'est donc le thème qui nous intéresse aujourd'hui avec Ahmed Gregersen dans sa rubrique savant et chercheur algérien. Aujourd'hui, il s'est intéressé à la figure du penseur, écrivain et sociologue algérien Malek Bennabi. Bonjour Ahmed Gregersen. Bonjour Amal, bonjour à tous les téléspectateurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc voilà. Encore une fois, c'est une personnalité qui s'impose par son œuvre, par l'étendue de sa réflexion, par son grand travail, mais aussi par son rayonnement. Malek Bennabi, c'est l'un des Algériens qui a le plus rayonné dans le monde au XXe siècle. Il a marqué les esprits, il a marqué la réflexion en termes de civilisation, civilisationnelle, culturelle, dans le monde arabe et le monde islamique aussi. C'est comme... Iqbal du Pakistan, c'est comme Mohamed Abdou en Égypte. Malek Bennabi a marqué la deuxième moitié du XXe siècle par son œuvre. Notamment en Égypte. En Égypte, la Syrie, le Liban, donc tous ces pays, même au Pakistan, son œuvre est très étudiée, peut-être même en Turquie. Et bien sûr, le monde occidental, parce qu'ils ont de Europe, parce grands centres. Ils l'ont accueilli aussi. Les centres de réflexion et d'analyse. Nous, on a les centres de méprise, donc il n'y a pas de problème, on a l'habitude. Donc, Malek Bennabi a été pionnier, donc il a inventé des concepts, il a proposé des solutions, il a étudié des problèmes, donc il a essayé bien sûr de travailler. Mais quand on revoit un peu le profil de Malek Bennabi, il n'était pas du tout destiné vers ce genre de réflexion. Lui, il a fait bien sûr la médersa coranique. Son père était médersien. Et il a une très bonne formation. Il a eu une formation pour devenir qadi ou imam ou mudarris à la mosquée. Donc il a étudié à l'école coranique à Tbessa. Et puis il est parti à Constantine. Il a étudié. Là, il a rencontré, bien sûr, c'est un monde totalement différent. Constantine, c'est un des centres intellectuels de l'Algérie. Il y a le grand moufti, le Mouloud Ben Mouhoub, il y a les grandes figures qui étaient là. Donc il étudie dans la médersa. Il termine. Donc sa destinée, c'était le... Il a ce fameux diplôme très reconnu et recherché. Parce qu'il allait en fait suivre le sentier tracé par son père, être un bachad ou à la limite qadi dans un coin perdu dans l'Algérie colonisée de l'époque. Lui, il a commencé par devenir bachad à Aflou. Et puis tout a changé parce qu'à un certain moment, les conditions ont changé. Donc il avait un peu, disons...
Il avait les idées très claires dans la tête. Il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Et il avait une personnalité très affirmée, donc il ne se laissait pas faire. Il répondait, il avait du répondant, il savait écrire, il maîtrisait. C'était un esprit très indépendant. Et bien sûr, dans l'Algérie coloniale, on n'aimait pas du tout ça. Donc, surtout qu'il avait vu ce fossé qui existait entre les Algériens et surtout ce qu'on appelait les indigènes de l'époque, qui n'avaient pas droit au savoir, qui n'avaient pas droit toujours à l'éducation et à l'apprentissage. J'aime bien quand certains historiens, surtout de l'autre rive, quand ils disent « oui, on s'excuse, on va utiliser les termes de l'époque, les Algériens c'était des indigènes, on va utiliser le terme. Mais aussi, les Algériens étaient des Algériens, des indigènes, mais les autres c'était des Gouars. Il faut utiliser l'autre terme aussi. Donc, nous, on était traités comme ça, vous étiez traités de l'autre côté. Et des colons aussi. Non, c'était des Gouars, tout ça c'était des Gouars. Et les Gouars, ils savent ce que ça veut dire, donc sans rentrer dans le détail. Donc, il a été, bien sûr, il a été lésé, il a fait beaucoup de... Et puis, donc, il s'est dit qu'il n'avait plus de place là où il était, il devait partir. Donc, il est parti en France pour faire des études. Au début, bien sûr, il a eu une formation en sciences humaines, donc il se dit qu'il devait accéder à un centre d'études à l'université pour faire des sciences humaines. Ce qui l'intéressait, c'est les études linguistiques, mais pour des raisons qu'on ignore, on lui a refusé. Et il a fait un autre choix qui est tout à fait intéressant, qui peut même nous expliquer en fait ce qui s'est passé par la suite dans sa réflexion. Il a bifurqué vers l'électricité. Donc, technicien ou ingénieur en électricité, il n'a jamais apparemment eu son diplôme. Il a terminé les études, mais il n'a pas eu son diplôme. Bizarrement. Bizarrement. Pourquoi? Parce que, comme tous les Algériens qui partaient pour ce genre d'études en France, ils étaient connus, ils étaient identifiés. Donc, ceux qui voulaient réussir, ils devaient s'amarrer au bateau de Massignon. Donc, il devait être dans la cour de Massignon et courtiser Massignon. Lui, je pense qu'il est parti une ou deux fois, esprit indépendant, esprit critique. Il n'a pas aimé, il a répondu. L'autre non plus n'a pas aimé. Massignon. Donc, il n'a pas du tout aimé l'esprit de... Donc, il voulait le casser. Et il l'a... L'esprit rebelle, non, l'esprit tout simplement d'homme libre. Malik Nabi était un homme libre. Et eux, ils n'aimaient pas. Donc, même pour émanciper l'indigène, le Gaouri lui propose sa voie d'émancipation. Donc, c'était ça, en fait. Malik Nabi n'a pas accepté, l'autre non plus. Donc, il a commencé à lui mettre des barrières dans sa carrière. Donc, bien sûr, on lui a refusé l'emploi. Il n'a pas eu de travail. Il a souffert. Il a dû être aidé par son père. Donc, il n'a jamais pu être employé en France à cause de ce problème. Là où les horizons s'ouvrent pour lui, c'est quand il est parti en Égypte. Et là commence une réflexion parce qu'il y avait des points très intéressants. Il lance la réflexion et le premier problème qu'il traite, c'est le phénomène coranique. Donc, il a écrit un livre qui a marqué son époque. Lui qui avait une formation aussi, donc, bien sûr, voilà, il a ce domaine. Ce qui est bien dans Malik Nabi, il a la formation, le socle est très fourni, il a un background très intéressant. Là, il est on voit la photo, en pleine discussion avec lui. Et il ne s'est jamais détaché des étudiants. Il a eu un groupe de disciples qui l'ont accompagné pendant des années. Donc, il a créé un cercle de discussion, de réflexion chez lui pendant des années. Donc, pour revenir un peu à son œuvre, là, il est en plein discours, en pleine conférence. Bien sûr, tous les gens on voit qu'ils sont captivés. C'est des photos que je trouve dans Internet. Je remercie les gens. Donc, des fois, c'est des photos qu'on retrouve partout. Donc, qui sont reprises. On ne sait pas qui a mis à l'origine la photo. Donc, on les remercie tous. Voilà, ça, c'est la première édition du phénomène coranique par Malik Nabi. Et l'introduction est faite par Cheikh Darras. Cheikh Darras, c'est l'un des premiers musulmans qui ont fait leur thèse en France, à la Sorbonne. Cheikh Abdullah Darras, il a fait un travail et puis il a publié par la suite Naba al-Azim. C'est un livre très intéressant. La thèse de doctorat de Cheikh Darras, c'était sur le problème de l'éthique dans la civilisation islamique et dans le Coran notamment. Donc, il a travaillé sur ça. Là, c'est la vocation de l'islam de Malik Nabi. Donc, Malik Nabi, il a le background qu'il faut, il a appris le Coran, il connaît, il maîtrise Sharia. Et puis, avec ses études d'électricité, il devient physicien, donc il maîtrise aussi l'analyse. Il a les méthodes d'analyse modernes.
Donc, il a joint ça, et puis il donne une réflexion sur le monde musulman qui vient de l'intérieur. Donc, ce n'est pas une réflexion qui vient de l'extérieur. Donc, on vous fait des propositions, on vous propose des solutions qui sont fausses, qui sont inadéquates au monde musulman. Pour donner un exemple, par exemple, quand vous lisez l'histoire de la civilisation européenne, quand ils vous parlent du Moyen-Âge, ils disent que le Moyen-Âge, la Renaissance a commencé après le boom démographique en Europe. Chez nous, on nous dit que la démographie est un problème. Donc, on se pose la question maintenant, est-ce que la démographie, est-ce qu'elle peut être un problème pour les uns et une solution pour les autres? Et on voit très bien que la Chine, avec son milliard de population, n'a pas eu de problème avec la démographie. Au contraire, c'est un atout. C'est un atout qu'il faut tout simplement mettre en œuvre pour avancer les choses. Mais avec, bien sûr, l'appliquer dans la société. Exactement. L'appliquer dans la société actuelle. C'est ce qu'il a réussi à faire, justement, de travailler sur la société et pouvoir calquer ces différents concepts. Exactement. Donc, lui, son analyse, elle porte sur la culture, sur la civilisation, les mécanismes, les origines de ces problèmes. Et puis, il propose des solutions. Il propose l'afro-asiatisme et là, on voit qu'il agrandit le concept de Ummah. Donc, ce n'est plus la petite nation, le peuple, ni la nation musulmane. C'est tous les gens, c'est le tiers-monde qui est dans les mêmes problèmes. Donc, c'est tout simplement, il élargit. C'était un visionnaire. C'était un visionnaire, justement, il travaillait sur la mondialisation, de sa génération déjà. Exactement. Donc, lui, il s'intéresse aussi surtout aux dynamiques. Donc, la dynamique d'évolution, que ce soit de l'individu ou de la société. Donc, en physique, oui, c'est très important. C'est très important parce que si il rallie tout à sa formation primaire. Si vous êtes dans votre voiture, vous essayez de démarrer et il n'y a pas de moteur, donc vous n'allez jamais démarrer. Et le moteur, tout simplement, c'est la question. Donc, si l'individu ne se pose pas de questions, ne se projette pas, donc il reste dans sa médiocrité. C'est ce qu'il dit, donc, grosso modo. Donc, il faut qu'on rallume ce moteur, il faut qu'on remette sur pied cette dynamique pour que l'individu avance. Et il faut qu'il y ait un catalyseur aussi pour que toutes les dynamiques individuelles vont se mettre dans la même direction pour qu'on puisse avancer en tant que société, pour qu'on puisse avancer en tant que grande nation qui est la nation afro-asiatique dans son concept. Donc il parle de somme des forces aussi, il utilise des termes de physique parce que la force est un concept vectoriel. Si on n'est pas tous dans la même direction, on risque de s'annihiler les uns les autres, donc on ne va pas avancer. Un peu philosophe aussi à sa façon de voir les choses à travers cette réalité. C'est une réalité, il fallait vivre avec son temps et comprendre les choses pour mieux avancer. Exactement. Et puis ça, c'est une dédicace qu'il fait. Je remercie mon ami Fouad El-Qassimi qui a mis ça sur sa page Facebook. Donc, c'est un des livres qu'il... Non, c'est une signature, c'est un passage qu'il fait à Zawiyat El-Hamel et il a noté ça. C'était en 1967, donc 6 ans avant son décès. Donc, et puis il y a aussi ce qui est important aussi, c'est s'inscrire dans le temps, donc l'analyse temporelle. Donc il écrit les mémoires du témoin du siècle. C'est un livre très intéressant pour comprendre le passage, donc la découverte de ces jeunes de son époque, les jeunes musulmans comme on les appelait, quand ils ont vu donc la première confrontation avec la modernité, la première confrontation avec la condition d'indigène, bien sûr. Tout ça, donc il est consigné dans son livre, dans ses mémoires. C'est des mémoires à lire et à relire et à méditer parce que c'est une époque qu'on analyse, qu'on arrive à analyser à travers Malik ibn Nabi. Il parle aussi de les marqueurs d'histoire. Pour lui, l'une des marques de l'histoire, c'est la fin de l'époque almohade. Il dit que tout a commencé à partir du déclin de l'empire almohade. Il fait une analyse historique. Donc, on a tout ça. Donc, on a tous ces éléments dans l'analyse de Malik ibn Nabi, bien sûr. Et on trouve tout ça éparpillé dans son œuvre, une vingtaine de livres. Oui. Donc, il commence, comme on a dit, par le phénomène coranique, puis il a un roman, un essai, Labbaik, et puis il commence à se poser, et on va voir que le problème des idées. Voilà, donc voilà ce qui revient dans ces titres, c'est les idées, c'est la réflexion, c'est les problèmes. Beaucoup de questionnements. Naissance, renaissance, donc c'est toujours la même chose. Donc et tout ça, c'est des perspectives qu'il donne, c'est des orientations de réflexion qu'il donne, et elles sont toutes justifiées parce qu'il y a aussi une évolution. C'est une vision. Il était donc visionnaire, encore une fois, je le dis, et pour ce qui est donc de comment traiter la société.
une société qui doit avancer, une société aussi qui doit être proche de son passé et surtout pouvoir concilier les deux entre aussi la religion et pouvoir s'émanciper. Exactement. Donc ce qu'il dit grosso modo concernant la religion, il dit que les musulmans ont échoué du moment où ils sont considérés qu'ils étaient parfaits du moment qu'ils étaient musulmans. Oui. Donc ils ont délaissé toute possibilité de perfection. Parce que si je suis parfait, je ne suis plus perfectible. Donc je ne fais plus de travail sur moi. Je ne fais plus il n'y a pas de recherche. Voilà. Donc tout s'arrête. Et bien sûr, c'est là complètement. Donc c'est l'arrêt total. C'est la stagnation. C'est la stagnation. Il parle de stagnation aussi. Et à la fin, il parle même de comment il a appelé ça, la pourriture, je crois, un des titres. Oui. Et là, c'est complètement ça. Là, on voit que sa réflexion, il commence un peu à devenir, donc à force de répéter, à force, il n'a pas suscité de grands courants, de grands mouvements. Mais bon. Mais l'université a suivi aussi son parcours et sa réflexion. Il reste très étudié au niveau donc de sa réflexion, ses idées. Beaucoup veulent s'identifier. Ils s'identifient. On se réfère à Malik Ben Nabi, mais on ne connaît pas Malik Ben Nabi. D'accord. Il y a eu des courants aussi divergents. Même de tous ses disciples. Donc j'ai vu la grande photo une fois chez un ami, c'est Abdelkader Khiyati. Il m'a montré la photo de tous les disciples qui étaient autour de Malik Ben Nabi. On n'a pas vu de grande avancée après Malik Ben Nabi. Bien sûr, ils sont restés fidèles à leur grand maître. Bien sûr, c'est Cheikh Malik Ben Nabi. C'est le penseur. Mais ils ont gardé les souvenirs, mais il n'y a pas eu de continuité. Par exemple, on ne sait pas quelles sont les sources de Malik Ben Nabi. Il n'y a pas de travail sur ça. Aujourd'hui, beaucoup veulent s'enorgueillir en disant voilà, j'ai été un de ses élèves, etc. Et je poursuis peut-être sa quête. Oui, bon, et il s'avère que pour certains, comme on dit chez nous, je m'excuse pour le proverbe. Parce que pour certains, je pense qu'ils n'ont fait que croiser temporellement Malik Ben Nabi. Ils ne l'ont jamais vu. Parce que quand on lit Malik Ben Nabi... Ils ne l'ont pas approché, ils n'ont pas travaillé avec lui sur apparemment, ses idées. Et on a posé la question, donc, tout en étant curieux, donc, aux anciens élèves de Malik Ben Nabi, aux anciens disciples, on leur a posé la question sur certains noms. Est-ce qu'ils ont vu Malik Ben Nabi? Et ils disaient qu'on ne les a jamais vus dans le cercle. Peut-être une ou deux fois. Ils étaient de passage, tout simplement. Donc, oui, bon. Quel impact il a laissé dans la société aujourd'hui? Il a laissé un impact chez les intellectuels. Donc il y a des intellectuels qui sont restés, qui lisent Malik Ben Nabi. Donc ils lisent Malik Ben Nabi comme un livre de chevet. Oui. Or c'est pas ça. Donc Malik Ben Nabi, il faut analyser, il faut passer à un autre type de lecture. On ne l'a toujours pas fait. Je n'ai pas vu de travaux sérieux sur Malik Ben Nabi du point de vue analyse. Les sociologues aujourd'hui devraient travailler sur cela. Heureusement. Donc les sociologues, tous les gens qui réfléchissent, maintenant on passe à un niveau où les choses sont complètement... On a complètement changé de monde, surtout l'après-corona. Donc on passe... on n'est plus au monde post-guerre froide, on est au monde post-globalisation maintenant. Que va devenir le monde après le corona? Donc il y a plein de questions. Un grand bouleversement économique qui va engendrer d'autres bouleversements par la suite. Ces confinements, c'est un repli sur soi que les pays ont fait sur eux, donc les gens se posent des questions. Énorme traumatisme aussi dans la société. Dans les sociétés, il nous faut un grand psychologue pour faire le traitement du monde maintenant. Parce que la globalisation a fait du monde un village unique et seul. Tous les réseaux étaient liés les uns aux autres. Exactement. Maintenant, avec le corona, on a vu que ce monde n'existe pas. C'était juste un monde chimérique parce qu'en fin de compte, au moment où il y a eu le premier petit danger, donc tout le monde s'est replié sur soi. Donc ceux qui avaient les capacités de suivre, de faire face, l'ont fait. Ceux qui n'avaient pas, donc on les a laissés en pâture comme ça. Vous voyez, il y a certains pays qui ont été complètement abandonnés. Exactement. À leur sort.
Donc, c'est une autre réflexion qu'il faut relancer. Ce qui est bien chez Malek Ben Nabi, c'est que sa réflexion, donc, c'est des éléments, donc c'est des méthodes d'analyse sociologique moderne qu'il a puisées, mais son analyse reste interne. Donc, il voit le monde musulman en tant que musulman. Donc, ce n'est pas l'analyse de l'anthropologue européen qui vient en tant qu'élément externe, qui fait, donc il y a le sujet, il y a l'objet, qui fait une étude comme ça. Non, lui, une analyse de l'extérieur, il essaie, parce que pour eux, c'est toujours un problème anthropologique et c'est lié à la culture de ces gens. Ils ont une culture à la base qui est erronée, donc ils ne peuvent pas avancer, ils ne pourront jamais avancer. Et lui, il a fait une analyse sociologiquement, donc c'est les statistiques, c'est d'autres outils, et on peut proposer des solutions. Et il était aussi dans l'esprit de Frantz Fanon en disant que la colonisation avait impacté énormément la société algérienne, point de vue équilibre psychologique aussi. Hein. Oui, donc les esprits ont été marqués, tout le monde a été marqué. Il a beaucoup travaillé sur la colonisation aussi. Exactement. Donc, il a inventé le concept de colonisabilité. Oui. C'est un concept très intéressant. On risque de le rejeter de prime abord parce qu'on pense que c'est un concept insultant, mais non. Donc, il ne décrit pas le pays, il ne décrit pas le peuple, il décrit une condition. Donc, si on se met dans cette condition physique, on est colonisable. Et le résultat, c'est qu'on est colonisé en fin de compte. Maintenant, si on s'extirpe, on arrive à s'extirper de cette condition, on arrive à sortir. Donc, ça, donc le résultat est différent. Donc, c'est ça l'analyse de Malek Ben Nabi. Il avait une démarche donc, de formateur aussi. Hein. Il avait formé donc, des étudiants, aussi des simples ouvriers, puisque à l'étranger, en France, il a enseigné, il a aussi formé, et ce qui lui a valu aussi des embêtements. Exactement. Donc, il gênait, en quelque sorte. En fait, Malek Ben Nabi, c'est un peu... quelque part. Donc, dans toutes les actions qu'il a essayé de faire, ça n'a pas marché. Il a eu beaucoup de blocages. Des embûches. C'est pour ça qu'à la fin, il s'est peut-être résigné. Il est reparti à la réflexion. Donc, en termes d'idées, en termes de concepts, on ne peut pas lui interdire de réfléchir. On peut lui interdire d'interagir avec les gens. C'est un homme libre. C'est un homme libre. Donc, il a réfléchi, il a écrit noir sur blanc ses idées, ses analyses, et ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, en termes d'action, il n'a pas réussi. À la fin de sa vie, il a créé un cercle chez lui. Donc, c'est des jeunes, des étudiants qui allaient chez lui. Il est revenu en Algérie, bien sûr. Il a enseigné. Après l'indépendance, il a travaillé, donc il a été cadre. Puis, il a démissionné parce qu'il a eu quelques problèmes. Encore une fois, l'interaction a été très dure avec des gens qui étaient... Encore une fois, il n'avait pas peur de prendre des décisions. Il allait de l'avant, il s'arrêtait quand il voulait. Exactement. Il disait non quand il fallait. Et voilà. Donc, c'est un moment. Donc, il croit à la destinée. Donc, il n'allait pas l'empêcher de manger parce que si Massignon n'a pas réussi à le faire, donc je ne pense pas qu'il y ait d'autres à pouvoir le faire. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, c'est Malek Ben Nabi. C'est une œuvre à lire et à relire. Elle a été traduite en plusieurs langues, donc notamment en langue arabe pour ceux qui ne maîtrisent pas. Aussi le style de Malek Ben Nabi. Donc, il a un très beau style. Il écrit un français donc très juste. C'est pas le français, parce que vous savez, le français qu'on a appris en Algérie, c'est le français qui a été appris par des Algériens chez des maîtres qui eux n'étaient pas d'origine française. Oui. Donc, je vais donner un exemple. C'est surtout, ils étaient d'origine espagnole comme Camus ou italien ou maltais. Donc, ils disent, l'exemple, c'est pas mon exemple. Donc, au lieu de dire je vais faire mes exercices, je vais exécuter mes exercices. Parce qu'ils traduisent de l'espagnol. Et du coup, quand on voit des Algériens qui ont fait l'école coloniale, ils ont un français très particulier. Donc, ils cherchent le mot le plus difficile. C'est pas parce qu'on veut juste montrer, c'est pas du pédantisme, on veut montrer qu'on sait, qu'on maîtrise. On a été formé comme ça? Comme ça, exactement. Donc, et lui, par contre? Lui, par contre, non, il n'a pas ce style. C'est un style très fluide, très libéré, épuré. Il est simple, mais il est précis. Et accessible. Accessible, bien sûr. Très bien. Donc, voilà, tout ça, c'est un peu... Ses descendants?
Il a 2 filles, je crois. Mais l'une d'elles, je pense qu'elle vit en Algérie. Donc, je travaille sur leur mémoire, sa mémoire. Sa mémoire, je l'ai vue une fois. Une fois, il y a eu l'anniversaire, le 40e anniversaire du décès de Malik Ben Nabi, ça fait quelques années. Donc, elle était là. Elle n'a pas pris la parole. Ses filles étaient là. Donc, elle est venue avec 2 de ses filles, ou 2 ou 3, je pense. Elle était là. Elle est venue en témoin, donc on ne lui a pas donné la parole, elle n'a pas demandé la parole. Donc ça se voit que c'est des gens très éduqués, bien élevés. Sa femme a décédé, ça fait quelques années. Lui, il est décédé en 73. Elle est décédée, ça fait 2-3 ans. Ça fait tout récemment. En tout cas, aujourd'hui, grâce à vous, on a pu aussi travailler sur la mémoire de Malik Ben Nabi, ses écrits. C'est vrai qu'en peu de temps, on ne peut pas retracer tout son parcours, ni même tous ses écrits et surtout sa pensée. En tout cas, grâce à vous, chaque semaine, on arrive à travailler sur la mémoire, la pensée d'un de nos savants et chercheurs algériens. Merci beaucoup, Ahmed. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Eh bien, on vous dit bonne journée. Préservez-vous, faites attention, observez les gestes barrières. On continuera toujours à vous le souhaiter, surtout à le demander, et bien sûr à tous les Algériens, en tout cas d'être prudents. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. En attendant de vous retrouver très bientôt, on vous dit bonne journée et merci de nous avoir suivis. Au revoir, merci à toute l'équipe.